Tu peux nous donner un petit peu ta vision de l'habitat de demain? Qu'est-ce que tu en penses et vers quel chemin il faudrait prendre pour toi? Ouais. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. En tout cas, ce que je crois on devrait s'imposer, c'est de respecter les pistes dont on ne devrait pas sortir. Et plus que l'habitat lui-même, quelles sont les contraintes? On va avoir, je l'ai dit dans une autre interview, mon deuxième livre est préfacé par Philippe Biwix, qui est vraiment la pointure française pour pouvoir parler de la raréfaction des ressources aujourd'hui ou demain, donc de la diminution et demain peut-être du fait qu'on ne les aura plus. Donc nous devons ménager la possibilité pour les générations futures de faire face à leurs besoins pour eux-mêmes vivre le plus correctement possible dans un environnement qu'on leur aura largement dégradé. À la fois l'environnement en tant que terrain, exploitation, etc., pollution, mais aussi bouleversement climatique. Et donc ils auront des besoins plus grands que les nôtres et ils auront des ressources moins disponibles que nous. Donc ils vont avoir quand même des sacrés défis à relever. Donc à partir de là, il faut déjà se positionner sur les ressources. Et après, je vais aussi me positionner sur ce que seront les conditions de vie de demain. Et ça devrait nous déterminer sur ce que devra être l'habitat. On ne va pas partir de l'habitat, mais on va partir des contraintes qui vont nous y emmener. Et donc, les ressources sont de plus en plus limitées, et ça ne va pas s'arranger. Les ressources fossiles, quand on tape à l'infini dans des ressources finies, forcément, à un moment donné, il n'y a plus de ressources. Alors, ça ne va pas être du jour au lendemain, on pense toujours au pétrole, il y a le pétrole qui coule, paf, le robinet est sec. Non, c'est une baisse et c'est ce qu'on appelle la criticité. On a de moins en moins de disponibilité et ce qui prime pour l'établissement du prix, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Et quand on ne peut pas augmenter l'offre et que la demande demeure, les prix naturellement augmentent. Et on appelle ça la criticité parce que c'est jusqu'au moment où il devient critique de s'en procurer, soit parce qu'il n'y a vraiment plus assez, soit parce qu'on ne peut pas se l'offrir. Donc, on va vers la criticité et ça c'est un des premiers points à prendre en compte. Or, on sait, il y a eu des études de fait, notamment l'ADEME, qui dit que pour amener un habitat d'une même surface et d'une même destination à un niveau BBC, selon qu'on part de l'ancien pour l'amener au niveau BBC et qu'on part d'une page blanche pour construire cet habitat BBC, il faut 50 à 80 fois plus de ressources pour y parvenir en construisant du neuf plutôt qu'en améliorant de l'ancien. Ça veut donc dire qu'il ne faut se tourner vers le neuf que dans la mesure où il n'y a plus d'anciens qui répondent, non pas au fait d'exister et d'être déjà à ce niveau-là, mais de permettre d'y aller. On a fait de la route ensemble. Hier, on a vu dans une petite commune pas très loin d'ici, on est sur la Nationale 7, et donc il y avait effectivement beaucoup d'hôtels, beaucoup de belles bâtisses, etc. Et dans une commune, on a vu plein de ces vieilles bâtisses à vendre, qui a priori ne trouvent pas acquéreur. Et dans le même temps, dans cette commune, on est en train de construire des immeubles d'habitation. Qui plus est, on n'a pas changé de méthode, c'est encore en béton, c'est encore avec des balcons en béton, c'est encore en isolation par l'intérieur, etc. Au lieu de réhabiliter ces bâtis anciens. Ça, il faut qu'on arrête ça. Ça n'est pas possible. Tirons parti de ce qui existe. En étant dans le raisonnable, il y a des choses, je suis allé faire une analyse d'un bien récemment, j'ai dit à son propriétaire, c'est une fin de vie. Cette maison, elle a été abandonnée trop longtemps. Vouloir lui redonner vie sous prétexte qu'on est attaché à l'ancien, oui, pourquoi pas, mais on va consommer tellement de ressources et d'énergie, etc., que là, le mieux peut-être qu'on puisse faire si on veut réutiliser pour leur emploi, c'est de repartir en reconstruisant quelque chose de neuf. Parce que les murs se sont ouverts, il y a des moitiés de pans de murs qui sont tombés parce que le mur c'est 2 épaisseurs de mur, il y a une partie qui est tombée, etc. La charpente s'est effondrée, elle a poussé, enfin, c'est dans une situation catastrophique. Donc quand c'est catastrophique, qu'on ne peut plus rien en faire, voilà, on est
fin de vie, on est en fin de vie, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique. Hein. C'est comme pour l'humain. Mais par contre, quand on peut raisonnablement faire quelque chose de bien, parce qu'en plus ces bâtis, ils ont intrinsèquement des choses qui sont formidables, ils ont de l'inertie entre autres, ils ont du vécu, ils ont bien sûr des handicaps, mais ils n'ont pas que des handicaps. Je suis né à la campagne, mes parents étaient épiciers, il y avait 2 épiceries sur une commune qui faisait 220 habitants, autant dire que la marmite bouillait pas dur. Ils faisaient aussi bistrot, il y avait 3 bistrots, rien que sur le bourg, hein. Il y en avait d'autres ailleurs, hein, à la campagne. Hein. Et il y avait Charon, 2 scieries, menuisier, maréchal Ferrand, quincaillier, bref, dans une commune de 220 habitants. Et donc, pour pouvoir faire bouillir suffisamment la marmite, mes parents avaient 2 hectares de terre sur lesquels il y avait 2 vaches. Quand fallait faire les foins et qu'il y avait un orage qui arrivait et qu'on voyait « Oh là là, il va pas y arriver », on allait lui donner la main, etc. C'était naturel. C'était pas quelque chose qui était calculé. C'était une pratique. C'était une culture. C'était nécessaire. Et puis quand on faisait, pas la fête du cochon, la fête au cochon, il faut rappeler quand même les choses, parce que le cochon, il n'était pas très joyeux. Eh ben, on faisait des réunions, on mangeait des châtaignes ensemble, on faisait des soirées de cartes ensemble. Alors bon, ouais, ok, c'est la petite maison dans la prairie, Claude, voilà, t'es chez les Ingalls. Oui, ok, d'accord. Mais n'en demeure pas moins que ça a fait des générations très heureuses dans moi, et que je ne suis pas intimement convaincu qu'on ait aujourd'hui beaucoup progressé dans le terme du bonheur et de l'homme, quoi. Hein. Et donc, l'homme, il vit avec son environnement au plus proche, et dedans, il y a les autres hommes, et avec, il y a les autres hommes. Et donc, c'est par des petites communautés. Je suis intimement convaincu, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Pour moi, un des avenirs, il y en a sûrement beaucoup de formes, mais en tout cas, de retrouver des communautés installées à la campagne, qui partagent, parce que on va pas revenir à 50 ans en arrière, il s'agit pas de faire de la régression, c'est pas ça, il s'agit de découvrir, d'inventer, de réinventer, enfin pas réinventer parce que ça serait revenir à quelque chose qu'on inventerait à nouveau, mais découvrir de nouveaux modes de vie, de partage, la population a augmenté, les niveaux de vie ont augmenté, les arts de vivre ont changé, alors ça va pas être la même chose qu'il y a 50 ans, ça va être autre chose, mais cette autre chose, il faut qu'on l'invente. Quel serait pour moi l'habitat du futur? L'habitat du futur également devrait être raisonnable en termes de surface. Alors oui, effectivement, autrefois on avait des fermes où il y avait une grande pièce à vivre, des fois une autre, etc. Et tout le monde vivait là-dedans. On avait fait des grandes familles, on avait les parents. On avait les parents, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde vivait dans cette pièce parfois unique, avec un seul foyer. Bon. C'était une solution communautaire. Oui. Mais familiale. Oui, et probablement que compte tenu de leur savoir et de la technologie de l'époque, ils ne pouvaient pas faire mieux. Donc ils ont fait avec ça. Aujourd'hui, on a évolué, on a mis en place des choses, on a inventé des systèmes, etc. Sans dire d'aller complètement vers le high-tech, même en restant dans le low-tech, on peut effectivement aller vers un confort tout à fait correct, avec en évitant la promiscuité, en ayant un peu d'intimité, etc., pour être bien. Voilà, on dira ça. Hein. Mais est-ce que le bien, c'est de disposer chacun de 50 mètres carrés en jouissance individuelle? Probablement pas. Et on est peut-être allé dans le collectif vers des surfaces trop petites sous des prétextes de mettre l'économie en avant par rapport à le fait de mettre des habitants dans le confort, d'où des mal-être, des mal-vivre. Donc le confinement a démontré que effectivement, quand on enfermait pendant des semaines des gens dans un espace qui avait été trop réduit, ce n'était pas vivable. Donc il faut qu'on tienne compte de ces
faits qu'on a constatés, et qu'on aille vers peut-être du collectif repensé. Mais il ne faut pas pour autant se priver du collectif. Mais par contre, peut-être un peu plus grand, etc. Voilà, à repenser. Par contre, la maison individuelle, dans certaines régions, où on n'a pas une forte pression, etc., on a tendance à penser que en dessous de 100 mètres carrés, c'est pas top, quoi. Et on raisonne, et c'est bien que la RE 2020 le prenne en compte, on dit impact carbone. Mais on dit impact carbone du bâtiment. Et moi, je suis pas désolé, non, je constate que si une famille avec 2 enfants construit sa maison, parce que moi je connais mieux l'individuel, donc fait faire sa maison de façon extrêmement conventionnelle avec des matériaux pas du tout vertueux, mais 70 mètres carrés pour 4, par opposition à un couple qui aura des moyens, qui aura une culture, qui dira nous aimerions avoir, etc. Et qui construit une maison de 150 ou 200 mètres carrés alors qu'ils ont 65 ans et que c'est pour leur retraite, en disant « Ah mais je veux accueillir mes petits-enfants, etc. » Moi j'accueille mes petits-enfants et ils couchent des fois à l'intérieur, mais si je veux leur faire plaisir, je leur donne l'autorisation de monter la tente dehors. Donc voilà. Et donc, il faudrait, je pense, que nous revenions à des habitats non pas conçus pour la finance, non pas conçus pour l'extravagance, mais qu'ils soient d'un juste milieu. Alors, je ne sais pas où est le curseur, et le curseur, il dépend des individus, etc. Voilà. Mais qu'on se penche là-dessus pour que, effectivement, on fasse des habitats qui soient pour les habitants, pas pour la finance, pas pour le délire fiscal, etc. Donc, il faut repenser cette approche-là. Et à partir de cette approche-là, moi je suis dans une région où l'industrie numéro 1, c'est le tourisme. La résidence secondaire, c'est vachement sympa. En plus, par rapport, on n'est pas très loin de Paris, on est à 2h30 de Paris, voilà. Donc effectivement, pour nous, provinciaux, ça semble hyper loin. Pour un Parisien, 2h30 pour s'évader, c'est rien. Et donc, quand on connaît le prix au mètre carré, 10, 12, 14 000 euros du mètre carré, c'est-à-dire j'achète un appartement de 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés, il va me coûter 1 million d'euros. J'achète 10 mètres carrés de moins, je vais avoir 140 000 euros. Et avec ces 140 000 euros, je me pointe dans le Bourbonnais et j'achète une petite maison ou même grande, avec 1000 ou 2000 mètres carrés de terrain pour 70 000 euros. Je n'y vais que l'été, donc je n'ai pas forcément de gros travaux à y faire. Et est-ce que je vais me priver de ça ? Peut-être oui. Parce que ce petit habitat qui semble être à la portée de l'urbain, qui a besoin de s'évader, et je le comprends, et je l'entends, mais c'est quelque chose qui ne sera plus disponible pour le Bourbonnais, qui lui, s'il a besoin, va devoir trouver autre chose. Elle va peut-être devoir construire. Il faut qu'on repense toutes ces choses-là et qu'on se mette en tête, et je l'ai déjà évoqué dans un de nos échanges, qu'il va falloir que l'on raisonne en se disant « j'aspire à ça, est-ce que c'est légitime ? Ça existe. Mais est-ce que c'est légitime que j'y accède ? J'en ai les moyens, mais est-ce que c'est légitime que j'y accède, etc. » Et se poser la question, et on est pour la première fois, je le redis, face à cette situation où on doit se poser la question du « est-ce que j'y vais ?» alors que techniquement ça existe, c'est disponible, on me le propose et j'ai les moyens de me l'offrir. Eh bien, peut-être que je n'ai pas le droit moral de le faire. Alors, c'est un peu exagéré de dire que ça relève du droit moral, mais ça relève du bien communautaire. Ça relève... est-ce que je permets aux autres de vivre aussi bien que j'aimerais, moi, avoir un niveau de vie minimal, ne pas descendre en dessous de ça. Est-ce que, parce que je reviens là, je me fais mes bons plaisirs d'aujourd'hui, j'entraîne des galères, même pas demain, mais aujourd'hui déjà.
Donc voilà, l'habitat, je ne sais pas le définir, ce que va être l'habitat de demain, mais je sais définir, effectivement, en tout cas j'ai défini ce que devraient être mes pistes de réflexion. Demain, l'inquiétude va être toutes ces villes, toutes ces grandes villes, qu'est-ce qu'elles vont devenir si demain on va vers un collapse, si on va vers des problèmes d'énergie, des problèmes d'internet, des problèmes de... Et est-ce qu'il faudra... Est-ce que la solution, est-ce qu'une des solutions, comme tu le dis, c'est ça aussi, c'est de venir vers les campagnes, réimplanter les campagnes, à créer des activités communes, partagées, échangées. Je pense que c'est cette solution-là où il y a encore à creuser à ce niveau-là. Alors, de temps en temps, j'ai des certitudes, mais elles ne durent pas longtemps. Parce que déjà, le bouleversement climatique, on ne sait pas où on va. Oui. Donc déjà, c'est difficile de dire, voilà, dans cette situation-là, on aura ces conditions-là et on fera ça. Donc celui qui est capable, avec certitude, de dire on fera ça, je pense qu'on va lui élever toutes les statues possibles et imaginables. Personne n'est capable de dire ça. Mais l'individualisme est quand même le problème aujourd'hui si on arrive à un collapse. Oui, on a connu les années 68 et je les ai connus, j'étais jeune, mais bon, quand même, on est passé, on a dit l'individu prime sur le reste, ma liberté, il est interdit d'interdire, etc. Ça a amené à une déviance qu'on n'imaginait pas, c'est que de l'individu, on est passé à l'individualisme. Et ça, c'est comme ça. Le chemin a été fait, voilà, on est là, bon, on a mis 40 ans à faire ce chemin, 30 ans, bon, bref, voilà, c'est comme ça. Même 50 ans, oui, je fais le calcul de tête tout en causant, oui, 68, ça fait plus de 50 ans. Et donc, on vit encore ça aujourd'hui, quoi. Le temps de l'individu, on ne va pas revenir au temps communautaire d'antan. C'est pas, on n'a pas les mêmes conditions, on ne retrouvera pas les mêmes conditions et on a une autre culture, on a d'autres niveaux de connaissances, des choses ont été inventées, développées, on a vu des fausses routes, on a vu des routes qu'on n'aurait pas dû quitter, sur lesquelles il va falloir revenir, des routes nouvelles qu'il va falloir inventer, etc. Je me désole de voir qu'on interroge si peu les ethnologues, les philosophes, et plein d'autres spécialistes pour essayer de voir avec eux quel sera le futur. Et je suis effaré de voir qu'on donne beaucoup plus de place aux économistes qu'à tous ces gens-là qui sont ceux qui ont la connaissance de ce que sont les sociétés humaines, les nôtres, mais d'autres, dans d'autres contrées, etc. Donc, ouais, il faut qu'on réinterroge ces gens-là. Moi, quand j'entends Edgar Morin, j'éteins tout, hein, parce que je me dis, voilà, quoi, des gens qui ont la sagesse de dire, je sais pas tout, mais il y a des choses. Et donc, oui, il y a des choses à réinventer. Mais est-ce qu'il va falloir éradiquer les villes ? On ne va pas passer tout ça à la dynamite. C'est pas possible. Mais M. Castro, par exemple, dit il va peut-être falloir transformer nos villes pour en refaire des villages. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un quartier, il va falloir peut-être qu'on densifie un petit peu plus dans certains lotissements, de façon à avoir une communauté humaine suffisante pour recréer l'agora. Bon, l'agora en France, c'est le bistrot. Bah, on n'est pas... Voilà, en Afrique, c'est le baobab. L'arbre à palabre, nous, on a d'autres endroits. Hein, voilà. Alors, on boira peut-être pas le petit rouge, le communard, on va peut-être passer à autre chose, hein, je sais pas. Mais en tout cas, des lieux. On se rencontre, on partage, hein, où on vit. Alors, il y a d'autres agoras. Il y a les Fab Labs, etc. Et il y a les associations. Aujourd'hui, il y a 1000 fois plus d'associations qu'il y a 50 ans, qui sont d'autres espaces où on se rencontre, où on partage, etc. Et va peut-être falloir réinventer l'épicier. Hein. Pierre Rabhi, j'adore quand il dit, moi, je vais chez les commerçants, je passe du temps et je m'impose, au-delà de la TVA,
la TRA, la taxe relationnelle ajoutée. Merci Pierre. Donc voilà des pistes. Il faut réinterroger aussi les urbanistes, etc. Il faut qu'on réinvente la ville. Alors, par affinité, moi je suis plus un mec de la campagne, je suis plus un type de l'habitat individuel. Je sais qu'on ne peut pas tous aller vers l'habitat individuel, c'est pas bien, on mange trop de ressources, on mange trop de surface, on mange trop d'espace, on a trop besoin de circuler, on consomme trop de ressources fossiles, on pollue trop, etc., quoi.